Spécial finale NBA, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Et oui, ça y est, il reste une seule série entre le Thunder d'OKC et les Pacers d'Indiana. La casquette est trop petite, je vous la pose ici. On va parler dans cette vidéo de différents sujets qui permettent de mieux comprendre les enjeux de cette finale, avec le parcours des équipes, les forces, les faiblesses de chacune. Et bien sûr, on finira par une grande prévision. On va voir si la tendance pour une victoire d'OKC se confirme. Commençons sans plus tarder par la question, mais pourquoi cette finale est si spéciale? Eh bien parce que d'un côté, on a l'équipe qui a survolé la saison, qui a été inarrêtable, parmi les plus grandes saisons de l'histoire, avec notamment un nombre de victoires hyper important, mais aussi un écart moyen qui atteste de cette domination. Et puis de l'autre côté, une équipe qui était assez loin d'être favorite. On pensait bien sûr au titre des Celtics qui les mettait dans la course au doublé. On pouvait penser également à Milwaukee, pourquoi pas, qui avait déjà été titré, ou bien encore Philadelphie qui s'est complètement effondré malgré un trio alléchant, Paul George, Joel Embiid et Tyrese Maxey. Donc ce sont les joueurs de la campagne d'Indiana qui sont venus en finale en tapant New York après une belle série assez bien dominée, notamment quand il y a eu des moments super décisifs. Donc si je passe maintenant aux forces des deux équipes, eh bien je vais vous dire d'abord que Indiana, c'est évidemment l'outsider. Mais un outsider, je dirais, à ne pas sous-estimer. La plupart des pronostics que j'ai pu voir à gauche à droite montrent qu'on estime que OKC va gagner 4-0, 4-1, 4-2 grand maximum. Indiana, c'est une équipe qui a su à chaque fois renverser la tendance face à des équipes qui étaient a priori meilleures qu'elle, ou en tout cas d'un niveau équivalent. Milwaukee, malgré les blessures la grosse blessure de Lillard, il y avait quand même Giannis Antetokounmpo et des joueurs expérimentés en face. Ils sont passés assez facilement avec un 4-1, si j'ai bonne mémoire. Ensuite, Cleveland, qui avait réalisé l'équivalent de la saison d'Oklahoma en face à l'Est, eh bien, blessure aussi, mais surtout un manque, je dirais, de répondant dans ces matchs si importants. Et puis aussi, quand Indiana remonte plusieurs fois pendant ses playoffs des écarts normalement rédhibitoires à quelques secondes de la fin du match. Je pense à des matchs où il y avait 8 points d'écart à moins d'une minute de la fin. Eh bien, voilà, on peut saluer déjà cette performance d'avoir fait trembler toute la NBA avec ses performances, mais en restant toujours, dans un collectif. Donc la force de l'Indiana, j'en parlais déjà l'année dernière dans une vidéo assez rapidement dans la saison, c'était la meilleure attaque et en plus une équipe qui avait le meilleur banc NBA. Cette année, face à OKC en finale, ça sera peut-être pas tout à fait vrai. Ça va être une donnée intéressante, une clé importante, le rôle des joueurs du banc, à quel point ils vont pouvoir peut-être remplacer les titulaires en cas de défaillance, soit en attaque, soit en défense. Donc moi je vais être très attentif à ça. Personnellement j'adore le meneur remplaçant TJ McConnell, qui est capable de se faufiler un peu partout et de semer la pagaille dans les défenses. On a aussi Bénédicte Mathurin qui est en train de monter en puissance, est capable de scorer en sortie de banc, d'aller chercher des fautes. Et là aussi, si le Thunder en commet, peut-être que ça pourra faciliter la tâche des Pacers. Et puis bien sûr, on a aussi du côté des Pacers un All-Star, Pascal Siakam, qui a été élu meilleur joueur de la série face à New York. Et puis bien sûr, Tyrese Haliburton, joueur à la fois mal aimé et en même temps qu'on a du mal à ne pas respecter vu l'énormité de ses stats et de ses performances dans les moments décisifs de cette campagne de playoff.
Reste à savoir si sur la plus haute marche, sous les regards du monde entier, eh bien, ça va pouvoir se reproduire. Là, on peut avoir un petit doute, mais les Pacers, très bien coachés par Rick Carlisle, sont en mesure de l'espérer. Du côté du Thunder, là, on a un collectif qui s'est construit sur la durée d'abord. Sur la durée et sur la draft, plus un transfert. On peut penser à Paul George, qui, quand il a été transféré aux Clippers, a fait venir chez Gilgeous-Alexander. Et quand il a été aussi transféré d'Indiana, eh bien, ça a rapporté des assets, des atouts pour la construction d'Indiana. Bref, petite pensée pour lui, alors qu'il a fait une saison horrible. Mais pour en venir bon, plus sérieusement au Thunder, le premier mot moi, qui me vient pour résumer cette équipe, c'est intensité. Intensité en défense, il ne vous laisse pas la moindre occasion de briller si vous êtes un joueur qui habituellement défonce les défenses. Je pense notamment à Anthony Edwards. Là, en finale de conférence, ça a été quand même très difficile pour lui. Julius Randle, ça a été aussi compliqué. Nikola Jokic, le MVP domine sans presque partager ses titres de MVP ces dernières années, eh bien, il est de nouveau en vacances un peu plus tôt que prévu parce qu'il est tombé sur Alex Caruso, sur des joueurs qui ont été capables de le harceler, parfois peut-être en commettant des petites fautes, mais bon, en tout cas, quand on regarde sur une saison, sur ces séries de playoffs, le Thunder, j'ai envie de dire, mérite les coups de sifflet ou les non-coups de sifflet à la limite qui sont parfois reprochés parce que ils sont à 100% et les remplaçants ou les joueurs un peu de l'ombre, je pense à Cason Wallace, je pense à Luguentz-Dort qui fait partie des meilleurs défenseurs, les remplaçants comme Aaron Wiggins, même Kendrick Williams qui sort du banc et est capable de rendre service, et ceux qui ne jouent pas, je pense que face à certains joueurs de banc d'Indiana, ils peuvent faire très mal également. Donc ils sont très complémentaires. Il y a aussi un nouveau All-Star qui est Jalen Williams, qui a un niveau en attaque comme en défense, parfois encore un petit peu imperfectible, mais qui sur cette campagne de playoff a quand même été une très bonne option numéro 2 d'une équipe potentiellement championne dans 4 rencontres ou plus. À cela, un joueur qui fait partie un petit peu des rivaux de Victor Wembanyama d'une certaine façon, par son corps, par son style, parce qu'ils se sont affrontés dans un États-Unis-France il y a quelques années. C'est donc Chet Holmgren qui est le grand pivot, à la fois défenseur, capable de tirer extérieur, de conclure sur un alley-oop et d'être quand même un joueur assez efficace qui apporte vraiment un surplus d'énergie à son équipe. Donc vraiment avec ces armes-là, OKC a les moyens de répondre aux attentes et donc aux pronostics qui sont en leur faveur. On va rappeler quand même qu'une série de playoffs et donc de finale ici se joue en 4 manches gagnantes. Le premier qui a gagné 4 matchs a la bague au doigt, c'est-à-dire fini avec le titre de champion NBA. 2 matchs pour commencer à Oklahoma. Si Oklahoma prend ces 2 matchs, déjà ça va mettre une énorme pression à Indiana. Et ensuite 2 matchs à Indiana. Si jamais il n'y a pas encore 4 matchs gagnés par une équipe, un match à Oklahoma, de nouveau, un match à Indiana et on revient à Oklahoma sur la fin si vraiment c'est une série très 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 serrée, comme ça a été le cas entre OKC et Denver. Et moi j'ai l'habitude de penser dans ces cas-là aussi à l'avantage du terrain, l'avantage du public, des deux côtés honnêtement, même s'ils ne sont clairement pas les franchises qui vendent le plus de maillots en NBA. Par exemple, ce sweat sur Vintage, je l'ai trouvé, mais pas cher parce qu'il a un petit trou. Le t-shirt des Indiana Pacers, eh ben, j'ai mis un sacré moment avant de le trouver également sur Vinted.
La casquette, pareil. Bon, tout ça pour dire que ces deux équipes-là, certes, elles ne font pas rêver le grand public, ça c'est clair, mais en termes de jeu, de collectif, elles sont peut-être en train d'incarner ce que le basketball a de plus sympa, je trouve, c'est l'art de jouer ensemble. Ça reste un sport collectif, ultra médiatisé, ultra centré sur les stars. Je n'ai quasiment pas parlé encore de Shai Gilgeous-Alexander, le Canadien que j'ai eu l'occasion de voir jouer au JO avec Nembhard, avec Lou Dort sous le maillot de Canada. Déjà, en vrai, c'est impressionnant. Et cette année, il a complètement confirmé ses 3 dernières saisons où il a été énorme. Donc là, il lui reste à réaliser ce que finalement très peu de joueurs ont fait. MVP de la saison régulière, ensuite MVP des finales avec le titre, bien sûr, qui va avec. C'est finalement très rare et il est en capacité de le faire tout en ayant été le meilleur marqueur de la saison. Donc, Shai, il va se retrouver face à Haliburton, mais c'est pas Haliburton, je pense qu'il va défendre sur lui. Ce sera plutôt Aaron Nesmith, qui est un spécialiste du genre. Andrew Nembhard, qui est sur le poste 2 et qui a posé beaucoup de problèmes à ses opposants, que ce soit Damian Lillard ou bien au deuxième tour de Donovan Mitchell. Et puis Jalen Brunson, si vous regardez leur pourcentage de stats, j'ai vu une stat passer, mais j'ai plus exactement les chiffres, mais c'est quand même bien en baisse par rapport à leur performance habituelle. Donc ça va être intéressant de voir comment Shai est défendu par cette équipe. Moi je compte sur Rick Carlisle et l'équipe de staff pour arriver à créer un plan de jeu anti-Shai, en sachant que d'autres joueurs peuvent créer un petit peu de jeu quand même à OKC, hein. Ils ne sont pas manchots non plus, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Mais ça va être intéressant. Et si Indiana arrive à gagner quelques matchs, ça sera sans doute parce qu'ils auront plutôt bien contrôlé le MVP 2025. Bon, maintenant, on va pas se cacher. Au niveau du pronostic, j'ai du mal quand même à voir Indiana champion pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a les 2 premiers matchs à l'extérieur. S'ils arrivent à faire comme face à New York, à gagner les 2 premiers ou au moins un des 2, là, peut-être qu'il y aura une petite brèche dans la muraille du Thunder. Mais je trouve que en termes de profondeur, d'intensité et de preuves aussi qui ont été apportées par les joueurs du Thunder en termes d'évolution, l'an dernier, ils ont quand même perdu en demi-finale de conférence face à Dallas, face à Luka Doncic et les siens. Et cette année, ils ont réussi à renverser l'ogre serbe et terrasser les loups d'Anthony Edwards et compagnie. Donc, je pense que mentalement, ils ont encore plus switché sur l'idée de on est capable d'être champion, on peut le faire, on reste concentré jusqu'au bout, jusqu'à vraiment atteindre le but final. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des équipes jeunes qui sont bien construites et qui vont peut-être s'installer dans une forme de rivalité. Je pense que ces 2 équipes-là, surtout OKC, peuvent vraiment incarner la NBA dans les années qui viennent. Il y a des candidats sérieux pour le titre pendant plusieurs saisons. Mais pour cette finale, eh bien, je vois quand même Indiana en prendre un, peut-être 2, mais je m'arrêterai là. Je vais faire comme la plupart des analystes, je vais dire 4-1. 4-1 pour OKC. Indiana en prend un, je pense peut-être à la maison, peut-être le 3e match, ou un chez Indiana. Mais OKC est en mission et à mon avis, ça va être compliqué de les empêcher de soulever le trophée Larry O'Brien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si évidemment je me suis trompé, je serai le premier à vous en parler en live, en direct ou bien en vidéo enregistrée comme ici. Merci et à bientôt sur le Scanner des Arceaux. Salut!